Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire du week-end. Comme chaque semaine, on va faire le point sur les marchés. La vidéo est divisée en deux parties. Partie macro, analyse des indices, des matières premières, etc. Bref, une vue un petit peu plus haute. Et ensuite, deuxième partie, partie analyse action. Et je récupère, quand vous me proposez dans certains commentaires, quand je trouve quelque chose d'intéressant à dire, je récupère les actions que vous me proposez. Et ça viendra donc dans un deuxième temps, une publication dans un deuxième temps. Je fais cette vidéo, il est 11 heures, donc avant un petit peu les trois sorcières, bien que je pense pas que ça va changer grand-chose, même si ça va faire un petit peu sapin de Noël. Mais voilà, je profite un petit peu de la calmie et du fait que ce soir, j'aurai pas le temps, comme d'habitude, certainement. Nounou malade oblige, ça sera un petit peu plus compliqué. Donc, on a eu hier un premier, on va dire, signal en effet de consolidation, c'est encore très léger, on va y revenir. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'en gros, ça fait une bonne semaine que l'obligataire nous envoie, et le dollar nous envoie des signaux contradictoire par rapport à ce que font les marchés. J'ai écrit une chronique sur le fait de bien comprendre que le système de vase communicant sur les marchés boursiers, ça fonctionne en fait très peu souvent et vous avez souvent une latence. Et cette latence-là, c'est très difficile de savoir combien de temps elle peut durer. Donc c'est très difficile, il faut faire toujours très attention, je vous le dis, et d'anticiper sur le fait que l'on voit quelque chose sur l'obligataire et sur le dollar, et d'anticiper les positions sur les actions. Parce que, comme il s'est passé depuis une semaine, on se prend le train dans la figure. Et donc ce qui est bien important de comprendre, c'est toujours, ce que je vous rappelle, c'est la Fed, c'est important, mais les flux, c'est encore plus important. Et il faut bien comprendre, si vous voulez, que ces flux, pour la majorité d'entre eux, vont aller chercher du passif, donc du tracker. Et que ces trackers ou ces assurances vie ou ces enveloppes qui sont plus long terme, si vous voulez, les ordres sont passés un petit peu par batch et surtout avec un décalage. Également, tout ce qui est gestionnaire, les gros gestionnaires, etc., ils ne peuvent pas passer les ordres vis-à-vis des encours ou des flux qu'ils ont d'un coup. Donc, ils vont les passer sur plusieurs jours, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre voilà, que vous avez souvent des poussées haussières qui peuvent durer plus longtemps que ce que vous ne le croyez et plus longtemps que ce que la divergence vous fait croire. Et donc c'est là où est mon propos, c'est que très souvent on va vous expliquer en analyse technique et compagnie que en gros dès qu'il y a une divergence, voilà, faut anticiper le mouvement inverse. Mais la problématique c'est toujours la même chose, c'est que la divergence peut durer bien plus longtemps que ce que vous ne pouvez tenir la position. Et donc, vous êtes obligé de vous racheter. Et en étant obligé de vous racheter, vous participez vous-même au fait qu'il y a une prolongation de la hausse du marché par rapport à tout un tas de divergences que l'on voit à droite et à gauche. Donc ça, c'est important. Deuxième point qui est important également, c'est quand finalement on a cette première baisse qui intervient comme hier, l'important, c'est de bien se dire, et surtout de ne pas se dire, ça va se cracher, ça va se retourner comme une crêpe. Alors c'est toujours possible en effet, mais vous devez avoir un événement un petit peu signe noir qu'on n'a pas prévu. Or aujourd'hui, on le sait, on a tout sur la table, donc c'est qu'une question d'anticipation. Et la seule question que l'on se pose actuellement, c'est comment le marché voit les choses. Est-ce que le marché, il est en train de valoriser ce qui va se passer là dans les toutes prochaines semaines, ou est-ce qu'il est déjà en train de se projeter sur la seconde partie d'année? C'est ça pour moi qui est important actuellement, de bien comprendre si vous voulez, et c'est ces prochaines semaines, quelque part, c'est là où on va avoir les éléments de réponse, parce que la dualité actuellement du marché, on le sait, les résultats des entreprises ont été très bons, ou en tout cas, ils n'ont pas été la catastrophe que l'on attendait, et puis surtout, les PDG ont été plutôt rassurants. On avait vu également, je veux dire, vous avez une baisse des prix, donc vous avez une désinflation qui a été importante, vous avez une baisse des transports, etc., une baisse des carburants. Donc il y a une confiance des PDG qui est supérieure. Ils ont renouvelé du stock puisque le consommateur continue d'être là. Alors vous le savez, tout le monde publiait ces graphiques là que voilà, il n'y avait plus d'épargne, il n'y avait plus de réserves, etc. Les cartes de crédit étaient au max, etc. J'avais publié plusieurs vidéos pour vous expliquer qu'on n'était pas dans des situations alarmistes et on n'était pas dans des situations surtout qui étaient complètement alambiquées par rapport à ce qu'on avait déjà connu sur des hauts de cycle précédents.
Donc, ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, ce sont ces différents éléments-là, et surtout l'histoire de timing. C'est surtout ça qui est important, et donc de bien comprendre que quand vous avez eu un vecteur acheteur aussi important que l'on a eu en 2 étapes, en 2 jambes, hein, octobre, novembre, et ensuite janvier, février, il faut bien comprendre que oui, on va souffler, on va proratiser certainement, mais je ne pense pas qu'il faut penser que le marché va se retourner comme une crêpe. Il peut y avoir ce retour de la volatilité, oui, mais on reste et on va rester aujourd'hui au-dessus de supports très importants. Et donc on va se retrouver avec cette dualité, si vous voulez, d'un paquet d'investisseurs qui pensent que voilà, c'est la fin des haricots. Et en gros, on a atteint les objectifs qu'on devait atteindre et maintenant on va jouer à se faire peur sur l'inflation ne baisse pas, l'inflation reste haute, donc la Fed, les banques centrales vont continuer de monter les taux, sauf que on va également se dire que les banques centrales ne peuvent pas monter les taux bien plus haut que ce qu'elles les ont montés. Alors oui, comme hier, on a vu Bullard et compagnie et quelques autres membres de la Fed qui nous disent que peut-être que la prochaine réunion de la Fed, on montera de 0,5 au lieu de 0,25. Mais c'est là où on rentre dans la dualité, si vous voulez, parce que le marché peut prendre peur et utiliser ça comme prétexte, en effet, surtout sur les valeurs technologiques, pour se dire, ok, on a peut-être fait un excès, donc maintenant on a un retour à la moyenne qui va venir parce que les hausses de taux ne sont pas terminées, le pivot n'est pas pleinement là, mais d'un autre côté, on va se dire, ok, même s'il nous monte de 0,5 à la prochaine réunion et de 0,25, ok, peut-être qu'on ne sera pas à 5,25, mais ça va être du 5,50. Mais la marge de manœuvre des banques centrales pour monter les taux au-delà de cela, maintenant, est très fine. Donc, je veux dire, l'essentiel de la hausse des taux a été intervenu. Là où le marché peut commencer, c'est là où on joue le fait que, en gros, à court terme, on peut se rassurer en se disant mes entreprises tiennent bien, mon consommateur tient bien, donc mes résultats tiennent bien et j'ai potentiellement ma hausse de taux qui certes, ok, je peux jouer à me faire peur sur le fait qu'on va peut-être les monter de 0,25 de plus que ce qui est prévu dans l'agenda, mais au-delà de cela, je veux dire, pas plus quoi. Donc du coup, j'arrive sur ma fin de taux. Et puis n'oubliez pas que si l'inflation baisse moins fortement, reste à des niveaux élevés, on reste dans des taux réels qui sont négatifs aujourd'hui. Hein. C'est ce que je vous ai dit depuis plus d'une année, c'est-à-dire les banques centrales montent les taux, on prend peur sur la hausse des taux des banques centrales, mais comme l'inflation est toujours au-dessus de ces niveaux d'inflation, ça permet, de maintenir la dette, et il faut bien se dire pourquoi les banques centrales ne monteront pas les taux plus haut qu'un certain niveau, c'est il faut bien prendre en compte que la majorité des hausses de taux qui ont eu lieu n'impactent pas encore l'économie et vont l'impacter dans les prochains mois. Et donc si les banques centrales continuent de monter les taux maintenant, le marché peut penser que dans 6 mois, ça voudra dire récession, parce que ça voudra dire que l'erreur des banques centrales, c'est maintenant qu'à la fond, c'est-à-dire en utilisant des données qui sont solides aujourd'hui, mais qui sont des données qui sont dans le passé, et en ne se projetant pas sur le fait que dans 2, 3, 4 mois, les hausses de taux que l'on a fait ces derniers mois vont continuer d'impacter le marché, vont continuer de réduire la liquidité du marché, et donc vont continuer, si vous voulez, d'impacter l'économie. Et donc les vrais stats de ralentissement économique et l'accélération de ralentissement économique, c'est que sur la seconde partie de l'année qu'on va le voir. La problématique, c'est que si on continue de monter les taux maintenant, et dans 6 mois, éventuellement, on prendra peur que le ralentissement économique s'accélère, que l'on va avoir une récession plus lourde parce que les banques centrales ont fait l'erreur de continuer de monter les taux parce que ce qu'ils voyaient dans les stats, c'était de la résilience. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, si vous voulez, il y a un différentiel de timing entre ce que les marchés vont anticiper, quelque part, et l'économie. Et l'économie, c'est un train, c'est une locomotive, si vous voulez, qui marche très lentement. Donc si la Fed fait un petit peu comme nous de l'overtrading, et c'est-à-dire de l'overajustement de taux, elle ne prend pas en compte, si vous voulez, que l'économie, elle a besoin de 6 mois, 9 mois pour commencer à intégrer cela. Et donc du coup, dans 6 ou 9 mois, si on a continué de monter les taux maintenant sur des données passées, actuelles,
de résilience de l'économie, sans prendre en compte que cette résilience de l'économie va s'estomper dans les prochains mois, c'est une question de temps, sans pour autant parler de récession, etc. Voilà, c'est un soft landing, donc je veux dire, les banques centrales ont réussi le pari. C'est maintenant que l'erreur peut intervenir, c'est en continuant de monter les taux au-delà du raisonnable, au-delà de la guidance, et ce que l'on voit sur les banques centrales, c'est que oui, elles sont obligées de tenir le discours que c'est pas bien que les marchés montent, ils n'ont pas compris, on va continuer de monter les taux, etc. Mais on sait très bien que ce qui n'est pas dit derrière la scène, c'est que de toute manière, ils ne peuvent pas monter les taux plus haut, parce que ça serait se tirer une balle dans le pied de l'économie, ça serait renforcer la future récession, et ça serait finalement créer le système inverse, c'est qu'à un moment donné où aujourd'hui on a peur que la désinflation ne se fasse pas assez vite, et ben dans 6 mois, éventuellement, si on a peur de la récession et compagnie qui soit plus forte, ben on reparlera déflation même, et on aura peur à nouveau de la déflation. Donc ça sera un petit peu le chat qui se mord la queue et le comble, mais c'est bien ça qu'il faut intégrer. Et donc c'est ce que l'on voit aujourd'hui quand on va regarder un certain nombre d'éléments. Et je vais commencer, je reviendrai au taux plus tard, mais je vais commencer donc sur le Brent, parce que c'est ça pour moi qui est important. Le Brent, c'est très intéressant, parce que du coup, vous pouvez le voir de deux façons. Et c'est toute la dualité actuellement du marché, c'est de se dire, est-ce que le marché va décider de pricer, de valoriser des choses qui vont arriver maintenant dans les prochaines semaines, ou est-ce qu'il se projette déjà dans 6 mois? Donc, on peut regarder le Brent pour cela. Et le Brent, c'est de se dire, ok, réouverture de la Chine, mon inflation qui baisse moins, mon consommateur qui reste puissant, donc je continue, mes entreprises qui continuent d'être fortes, donc qui ont fait quelques licenciements, etc. Mais ma partie industrielle, qui est mon gros bassin d'emploi, qui est mon gros consommateur d'énergie, de matières premières, hein, tout le monde a fait tout un pataquès sur la tech, mais je vous avais dit, la tech, c'est pas le gros bassin de l'emploi, c'est pas ce qui va utiliser le plus d'énergie. Donc, du coup, c'est ça qui est important de comprendre, c'est réouverture de la Chine. Derrière mon soft landing sur mon économie classique, occidentale et compagnie. Et donc à partir de ce moment-là, c'est de se dire, bon ben du coup, ma consommation de pétrole, ma consommation de gaz, elle va repartir, donc ça va soutenir les prix, parce que je reste dans un déficit d'investissement depuis plus de 10 ans, et donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, si j'ai pas une récession qui vient couper un petit peu ma demande, ben ma demande continue d'être soutenue, et donc les prix vont monter parce que mon offre n'est pas augmentée, parce que tous mes producteurs de pétrole actuellement, qui se sont fait taper pendant 10 ans sur les gouvernements, maintenant du coup qu'ils n'investissent plus dans les hydrocarbures, ou beaucoup moins dans les hydrocarbures, et font justement du rachat d'actions ou du dividende, c'est-à-dire en gros ben, on redonne les super méga profits. Alors il y a eu tout un pataquès pour les super méga profits, mais bon, quand tout le monde tirait la gueule en 2014-2015, personne s'inquiétait de sauver ces boîtes-là, si vous voulez, et des problématiques que ça avait. Mais quelque part, on paye ces éléments-là aujourd'hui, donc les super méga profits, c'est sur un élément extérieur qui est lié Covid. Maintenant, on va revenir à quelque chose de plus stable, avant potentiellement de repartir à la hausse, parce qu'on n'a pas fait les investissements qu'on aurait dû faire depuis 10 ans, et donc on va demeurer dans un déficit d'offres, dans un monde qui continue d'avoir besoin de pétrole pour 10 ans, 15 ans minimum. Hein. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, ça va rester quelque chose de très stratégique. Donc pour revenir à mes moutons, ce qui est important de comprendre quelque part sur le pétrole, c'est de se dire, il y a deux façons de voir la chose. Première façon de voir la chose, mon inflation ne se résorbe pas, mon consommateur reste puissant, réouverture de la Chine et compagnie, ma demande pour mon pétrole va rester forte, éventuellement j'ai la Russie qui va lancer une nouvelle attaque, un truc, un machin en Ukraine, donc ça peut redynamiser peut-être les matières premières, et donc du coup, si je rejoue le côté ma désinflation ne va pas assez vite, mon pétrole doit monter. Or, ce que l'on voit, c'est que le pétrole ne fait pas grand-chose. Alors, il reste dans sa configuration de congestion ici qui est plutôt neutre, mais tant que vous ne cassez pas ici les 90 $, on ne peut pas plébisciter ce scénario-là. Le marché ne l'anticipe pas. Donc du coup, c'est de se dire, ok, est-ce que le marché va se projeter peut-être dans 6 mois, ou le marché se dit,
ok, ma réouverture, tout ça, mon consommateur, c'est très bien actuellement, ça a été ma résilience du premier trimestre, deuxième trimestre, ça va s'estomper, et donc sur la fin d'année, par contre, comme mes taux de banque centrale vont rester élevés, même s'ils restent dans la guidance, etc., ben, tout ça, ça va venir impacter mon économie à un moment donné ou à un autre. C'est jusque-là, c'est résilient parce que c'est un paquebot, ça prend très longtemps quand vous tournez le gouvernail, si vous voulez, avoir une réaction sur la direction du paquebot. La problématique, c'est si les banques centrales commencent à tourner le gouvernail un petit peu trop rapidement, alors qu'on n'a même pas eu le temps de voir où allait le paquebot, si vous voulez, eh ben c'est comme vous, quand vous êtes sur un bateau à rame et que vous commencez à ajuster, à ramer plus d'un côté, avec plus de force d'un côté que de l'autre. Si vous n'attendez pas, si vous voulez, un minimum de temps que vous ayez un cap pour pouvoir savoir un petit peu comment vous allez ajuster et que tout de suite vous allez dans l'autre sens, eh ben vous allez voir que vous allez toujours avoir un temps de retard dans ce que vous décidez de faire par rapport à où le bateau va. Donc là, il faut imaginer que c'est un gros paquebot l'économie, donc c'est encore plus lent. Donc c'est là qu'on est en train de rentrer. On est en train de rentrer dans le money time, si vous voulez, savoir si les banques centrales vont faire les erreurs, c'est maintenant. Et donc pour moi, le discours peut être très au quiche, parce qu'il doit l'être, on doit garder de la cohérence, il ne faut pas oublier qu'il y a un an, les banques centrales ont perdu énormément la confiance des marchés, donc elles ne peuvent pas se permettre, et ça fait partie de la psychologie, de voilà, tourner le gouvernail trop rapidement, donc elles vont maintenant, si vous voulez, attendre. Et cette attente-là, c'est ce qui peut causer derrière les problématiques. Donc du coup, le pétrole, s'il commence à partir au sud, l'idée, ça sera de se dire, pas le marché est complètement débile, tout résiste bien, j'ai de la consommation, le consommateur et tout. Non, ça sera de se dire, est-ce que le marché n'est pas en train de jouer dans 6 mois le fait que là, l'économie est résiliente, oui, mais que toutes les hausses de taux vont commencer à arriver et vont continuer d'impacter l'économie. Donc la dégradation va se faire petit à petit au fil de l'eau jusqu'à s'accélérer. Et éventuellement, si les banques centrales continuent de monter les taux au-delà des guidance, on va considérer que c'est une erreur et on va considérer que ça amplifiera la récession future dont on parlera peut-être en fin d'année. Alors, plus tard, on se dira que si la récession est plus dure, les banques centrales devront réagir, devront baisser les taux plus, et donc on entrera dans une autre logique qui est de dire, ah, on a le pivot, on a la baisse des taux, donc du coup on rejoue les valeurs de croissance, etc. Mais voilà, là c'est peut-être le truc un petit peu trop loin, donc voilà, il faut regarder ça. Et donc typiquement, c'est dans cette dualité-là qu'on est, c'est qu'est-ce que le marché va nous dire de jouer. Est-ce que le marché, ici avec le pétrole en cassant par le haut, va nous dire de jouer justement, on est en pure soft landing, les banques centrales sont en train de réussir leur pari, mais du coup l'inflation va rester élevée, mais ça reste une inflation aujourd'hui qui est en dessous des taux, donc au-dessus des taux, donc on reste en taux réel négatif, c'est ça qui est important de comprendre. Et donc du coup, vous êtes toujours dans une politique accommodante, hein. Je l'ai répété pendant une bonne année, c'est que si les taux sont au-delà de l'inflation, que vous êtes vraiment dans une politique qui est très 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 restrictive. Aujourd'hui, la politique n'a pas été aussi restrictive qu'elle pouvait l'être, parce que les banques centrales, ça elles ne peuvent pas le dire, mais elles savent très bien que c'est très fragile quand même. Et surtout, tout le monde a parlé des années 70, 80 et de Volcker, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux d'endettement, si vous voulez. Donc si vous continuez de monter les taux à un niveau qui est trop important, à un moment donné, les refinancements vont plus être possibles, que ce soit pour les pays, mais surtout pour les entreprises. Et donc la plupart des refinancements liés Covid, etc., vont arriver à échéance. Hein. Et donc pas mal de boîtes vont devoir se refinancer 2024, 2025. À des taux qui sont plus du tout les mêmes qu'ils avaient eu pendant le Covid, pendant un cycle de marché peut-être où on sera, on ne sait pas, en stagflation ou peut-être en récession. Et donc c'est pas la même, si vous voulez. Donc si vous voulez, c'est toujours la même chose en bourse, hein, sur l'économie, on peut essayer de se projeter, mais ce qui est important, c'est de bien faire la différence entre, ok, mais quelle sous-vague le marché joue maintenant? Est-ce qu'on joue de la sous-vague ou est-ce qu'on est en train de jouer la construction de la plus grosse vague? C'est là où on est là-dedans. Là, on est quand vous voyez toutes les figures que l'on a maintenant, on rentre dans ces neutralisations-là, on rentre dans ces constructions-là, et donc on rentre dans le marché qui va jouer cette dualité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gagnant quelque part, on va attendre d'avoir plus de stats, etc. pour commencer à jouer un scénario plus que l'autre. Donc ça, voilà, quand on voit le pétrole, pour moi, c'est neutre. Si vous cassez les $90,
ok, on joue l'économie qui reprend, etc. Ça fera pas plaisir sur l'inflation et compagnie, mais en gros, on rejoue valeur value et la croissance à la benne. Si ça casse ici par le bas, on se projette et on joue dans 6 mois. Et on se dit, les banques centrales sont en train de faire des erreurs, les taux vont être trop élevés et ça va nous impacter et renforcer notre risque de récession, mais juste tout le monde prévoyait ça pour arriver maintenant, hop, on a gagné 6 mois, 9 mois éventuellement. Mais on le rejouera pour plus tard, quoi. C'est toujours important de bien comprendre que personne n'a jamais raison ou tort, si vous voulez, sur les marchés, dans le scénario, parce que c'est des arguments qui se tiennent, etc. On a tort sur le timing, c'est ça qui est le plus important. Hein, c'était ce que vous avez dit en début d'année, tout le monde s'attend à ce que le début d'année soit baissier et la seconde partie de l'année soit haussière parce que les banques centrales feront leur pivot, etc. Moi, je vous avais dit, c'est le contraire. Certainement qu'en mode purement contrarien à l'époque, c'est le contraire éventuellement. Après, on est allé bien au-delà de ce que je pensais. Ça, c'est une autre histoire. Hop, un coup de micro. On revient à nos taux à 10 ans. Donc, je ne vais pas vous refaire le laïus sur tout ce qu'on s'est expliqué. Les taux, alors ça, c'est le prix des obligations. Donc, quand les prix des obligations baissent, ça veut dire que les taux augmentent. Et donc, du coup, ça commence à ressembler un petit peu à ce qui s'était passé l'été dernier, hein, où on avait eu, pareil, on avait joué l'espoir du pivot, du truc, du machin, et puis après, Banque centrale, paf, on va monter les taux et compagnie. Et donc, on avait eu la salve. Donc, évidemment, quand on voit ça, on se dit, ça sent pas bon, hein, c'est pas bon. Pour autant, comme je vous l'ai dit, on n'est pas dans la même situation que l'été dernier, c'est qu'aujourd'hui, la marge de progression des taux, que ce soit la Fed et des taux longs également, est quand même plus réduite, je pense. Donc, ce que je vais prendre pour l'instant, et ce que je vais anticiper, c'est plutôt que c'est une phase de construction. Et cette phase de construction, pour moi, voilà, alors maintenant, il va falloir attendre, et il va falloir surtout jouer sur cette zone des 94 et la tenir. Pour autant, tant que l'on va rester en dessous des 97 ici, ben, le marché est en train de nous dire ben, mon inflation va rester plus élevée que ce que l'on croit, ou en tout cas ma désinflation va se faire moins vite que ce que l'on croyait. Comme je vous l'avais dit, ça ne se fait pas en rectiligne, il faut s'attendre à des rebonds intermédiaires, il faut s'attendre si le conflit en Ukraine se rappelle à nous, etc. Est-ce qu'il y a des rebonds sur les prix d'énergie? Et s'il y a des rebonds sur les prix de l'énergie, bah c'est ça qui impacte aujourd'hui le panier moyen. Alors tout le monde refait un petit peu les calculs, etc., pour s'arranger un petit peu la sauce, mais toujours est-il que c'est extrêmement important, les prix des matières premières, les prix de l'énergie notamment. Tout le monde actuellement est en train d'écrire sur le fait que les prix du gaz européen, américain sont au plus bas et compagnie. De la même manière que il y a en octobre ou novembre dernier, tout le monde écrivait que c'était la crise énergétique, que les prix étaient au firmament, qu'on allait tous mourir, etc. Voilà, c'est important, si vous voulez, de faire la différence entre être contrarien dans ses plans, dans ses hypothèses de travail, et puis garder quand même l'aspect timing dans son trading, hein, et bien dissocier les deux. Donc pour moi, là, c'est le moment d'être un petit peu contrarien sur ces aspects-là. Donc au niveau des taux, voilà, on acte le fait, si vous voulez, que voilà, l'inflation va quand même rester à des niveaux qui sont plus élevés que ce qu'on croyait. C'est pas plus mal, si vous voulez, d'une certaine manière, on peut pas le dire, mais ça aide quand même l'endettement, hein. Donc ça permet quelques années comme ça d'inflation, ça permet de résorber l'endettement. Je vous avais fait une vidéo, je sais pas, il y a 2 ans ou quoi, je vous avais expliqué la sinusoïdale du truc, avec derrière, il fallait s'attendre à la correction, et après à l'inflation plus linéaire, et au fait, si vous voulez, qu'il fallait s'attendre avec les niveaux d'endettement qu'on avait. Il y a 2 façons, hein, soit on réforme, etc., on se serre la ceinture, mais ça, c'est politiquement, on fait attention à ce genre de truc, on ne se fait pas trop élire pour ça. Soit, tout simplement, ben, on attend que l'inflation fasse son boulot, hein, et ne sous-estimez pas, on vous parle souvent des intérêts composés dans vos rendements et dans vos placements et dans vos patrimoines, ne sous-estimez pas également que l'inflation fonctionne de cette même manière, avec des intérêts composés, sauf que ça fonctionne contre vous. Donc c'est ça aussi qui est important de bien comprendre. Une inflation à 3-4% pendant 3-4 ans, vous résorbez une bonne partie de votre dette, comme qui rigole, si vous voulez. Donc après, il ne faut pas négliger également l'autre aspect, qui pour moi va être très important,
ça va être l'euro-dollar. Et donc le dollar, on le voit, s'est renforcé. Il s'est renforcé pile poil au moment où tout le monde nous expliquait que tiens, l'euro était fort. Évidemment, après nous avoir dit que c'était la fin de l'euro au plus bas sur octobre-novembre, toujours la même idée. Donc là, l'idée, on en avait parlé, c'est qu'on arrivait sur un point d'ancrage. Alors, on ne sait jamais, ça peut toujours monter un petit peu plus, un petit peu moins, mais l'idée c'était toujours la même chose, je vous avais dit sur ça, c'est que tout le monde commence à arriver sur des points d'ancrage et il faut s'attendre au prorata, il faut s'attendre à la consolidation, et donc il va falloir s'attendre ces prochaines semaines, ces prochains mois, à de la construction. C'est-à-dire que là, quand vous avez l'euro qui se résorbe un petit peu, alors on peut se dire que ça va du coup rameuter un peu plus de flux sur les US, donc du coup tous les flux qui étaient venus surperformer l'Europe en allant chercher du tracker passif, donc essentiellement du luxe, de la défense et de la bancaire. Donc tout ça, c'était bien supporté, etc. Là, maintenant, on a un vent contraire qui arrive, un vent contraire qui va permettre de consolider. Ce n'est pas un vent contraire où il faut se dire que tout est fini, et ça y est, ça va partir à la poubelle, etc. Et donc, il ne faut pas penser que tout va se cracher comme ça. Moi, je pars du principe que c'est de la construction, on va proratiser, hein, donc on a eu des mouvements qui ont été quand même très importants, on l'a vu sur l'or, sur l'euro, sur les taux aussi, sur un certain nombre de choses, sur les actions, donc il faut accepter qu'on va certainement proratiser, qu'on va construire les choses, mais pour moi, on ne va pas les remettre en cause. Donc en fait, on va neutraliser. C'est ce que j'appelle le retour à la moyenne. C'est-à-dire qu'en octobre, en gros, on était dans un excès de pessimisme. On a commencé à pricer que le pire n'allait pas intervenir. Et donc, aujourd'hui, on était dans un excès d'optimisme dans le meilleur va intervenir et la vérité est certainement au milieu. Donc on va revenir sur un retour à la moyenne. Ce retour à la moyenne, pour moi, voilà, ça va être la construction. Alors il va falloir voir, hein, on n'a pas suffisamment de points d'impact, etc. Il faut encore patienter. Mais en gros, on est dans une zone assez large, je dirais, la zone des 1,04 à 1,10, qui est une zone de jeu, où on va certainement avoir du zigzag, de la construction, qui va finir par une congestion, et c'est là qu'on se décidera. On casse par le haut, on relance la surperformance de l'Europe, on relance justement des sorties de capitaux des US ou des retours de capitaux occidentaux qui s'étaient surinvestis sur les US ces 10 dernières années pour revenir sur l'Europe, donc on rejoue l'aspect value, etc. On casse par le bas, ça voudrait dire qu'on aura un nouvel élément de peur sur l'euro, alors que ce soit lié à Poutine ou pas, mais à une remontée des prix de l'énergie, etc. Bref, un retour un petit peu de tous les démons qu'on avait eus en octobre-novembre. En gros, on a peut-être gagné 6 mois, mais peut-être qu'on re-rentrera là-dedans dans les prochains mois. Mais toujours est-il, aujourd'hui, on ne peut pas l'anticiper. Seule chose qu'on peut anticiper aujourd'hui, c'est qu'on va avoir une espèce de figure qui va construire de cette manière-là. Moi, je pars du principe que tant qu'on va tenir les 1,02, 1,03 sur l'euro, on garde le signal qu'on a lancé à partir de novembre-décembre, de force sur l'euro. Et donc, on va garder ça. C'est-à-dire que on va l'utiliser en prétexte pour consolider peut-être, pour peut-être pour être moins surperformant sur l'Europe. Mais pour moi, il ne faut pas négliger le fait qu'on va revenir dans une neutralisation, mais on va rester dans une configuration où l'idée première, c'est de dire on jouera à nouveau le break haussier et donc le retour de cette surperformance européenne. Alors, quand je dis Europe, c'est pas que Europe, c'est émergent au sens large. On peut peut-être considérer de plus en plus l'Europe comme le côté émergent. Voilà. Et ce n'est que si on casse par le bas, que là, on aurait une nouvelle crainte sur l'euro, alors qui interviendrait par pour différentes raisons. Récession, guerre, voilà, donc ces éléments-là qui reviendraient, et sur le fait où, du coup, en Europe, on n'arriverait pas à privilégier le soft landing. Mais du coup, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas encore anticiper. Donc maintenant, je veux dire, tout est sur la table, et ce qu'il faut attendre, c'est qu'on rentre en fait dans une période de digestion. Et c'est normal, quand vous avez eu quand même des grosses poussées sur les 2-3 derniers mois, et sur les actions, sur les 6 derniers mois en 2 étapes, c'est normal de rentrer dans une période de digestion. Et cette période de digestion, je veux dire, ça ne sert à rien
de changer d'avis chaque jour parce que ça va prendre 2%, et puis le lendemain ça perd 3%, etc. Donc on ne change pas d'avis. Ce qui est important, c'est de se dire, voilà, il va y avoir de la volatilité, mais je reste dans ma figure de construction de neutralisation. Donc en gros, pour l'investisseur, ben, il n'y a pas de grosses décisions à prendre tant que vous ne sortez pas de l'une des deux bornes. Tant que vous êtes au milieu, dans cette construction de retour à la moyenne, il n'y a pas de grosses décisions à prendre. On est en attente, en observation. Pour le trader, ben, il y a la volatilité à jouer. On va regarder l'or et l'argent, et je vais en venir aux indices. Donc l'or, on a la même chose, le prorata qui se met en place, donc ça devait finir par arriver, c'est juste que voilà, c'est toujours pareil, il ne faut pas trop l'anticiper jusqu'à ce que ça arrive. Mais là voilà, on revient, retour à la moyenne, c'est ça typiquement le retour à la moyenne. Alors peut-être qu'on ira un petit peu plus bas sur les 1800 $, 1760, mais ça reste la même chose. On est dans un retour à la moyenne, pas dans une remise en cause du mouvement qu'on a initié en novembre. Pour moi, encore aujourd'hui. Et donc ce retour à la moyenne, ben, on jouera le rebond, et après, bon, je pars pas du principe que ça va repartir en ligne droite, ça peut, hein, mais je suis pas trop partisan de ces trucs, je préférerais plutôt un truc un peu plus, qui prend son temps, un peu plus dans la construction. Donc c'est potentiellement, si vous voulez, comme je vous ai dit, on rentre peut-être dans une période où on va se regarder un petit peu dans les yeux. Pour l'investisseur, si vous voulez, la phase de construction, ça va être une phase de zigzag, où il n'y a pas de grosses décisions à prendre, et on est plutôt en observation. Mais ça, voilà, on a eu tendance à l'oublier avec le Covid et compagnie, ou ces 6 derniers mois, mais les phases de construction, si vous voulez, c'est 80% du temps de la bourse, quoi. Si vous êtes moyen-long terme, c'est l'essentiel de votre temps à observer. L'argent corrige un petit peu plus, mais est toujours dans ce type triptyque retour à la moyenne aussi, et donc c'est cette zone-là, on va y arriver là, on voit 21, 20, 20,50 $, 21 $, c'est la zone à tenir. Alors après, il y a deux choses l'une, hein. Soit on fait le petit rebond, on n'arrive pas à recasser les résistances, et après on casse le support. Là, on va commencer à se dire qu'on remet peut-être en doute les choses. Mais c'est des figures qui peuvent être très larges, hein. Donc il ne faut pas négliger qu'on est sur des mouvements paquebots, hein. Donc c'est-à-dire qu'à court terme, vous pouvez vous faire pas mal balader, mais à long terme, en fait, on est dans des larges figures de congestion qui sont en train de se construire. Donc en fait, on est en train aujourd'hui de valider les bornes, de choses qui nous intéresseront peut-être qu'en 2024, ou sur des tendances qui s'initieront à ce moment-là, des tendances long terme qui s'initieront là, c'est-à-dire avec le break, si on parle du break par le haut, voilà, avec la cassure par le haut de l'or, de l'argent, et donc quelque part le jeu de la récession, le scénario pure récession. Et ensuite, bon, il faut intégrer les taux réels dans ce sens-là, c'est-à-dire les taux réels qui redeviendraient positifs. On y va. Allez, on va se faire les actions. Donc le CAC 40 continue, je dirais, de surperformer, entre guillemets, grâce au luxe, hein. Donc ça, c'est un premier point, mais c'est pas nouveau. Après, on est revenu chercher le top ici de l'an dernier. Donc évidemment, il y a beaucoup de personnes qui vont nous parler de double top, etc. C'est le type de truc, si vous voulez, où ça marche a posteriori. Là, parler de double top, bah oui, ça peut marcher. En effet, vous pouvez vous dire, bah voilà, je vous avais dit, c'était double top, etc. J'ai eu raison, blablabla. Mais il y a quand même plus de raisons qui font que ça ne va pas marcher. Alors ça peut marcher ici, mais si vous voulez, sur 10 fois où on va vous annoncer un double top, 9 fois sur 10, ce double top ne fonctionnera pas et vous casserez plus haut. Donc le double top, si vous voulez, c'est la figure où, en gros, 2 mois plus tard, c'est facile de revenir et de vous faire une analyse et de vous dire, bah voilà, c'était le double top, c'était le moment de vendre, etc. C'est tous les mecs qui vous expliquent quand c'était le bon moment, si vous voulez, de vendre avant la crise, les trucs, les machins. La réalité, si vous voulez, c'est que vous procédez étape par étape. Là, ici, tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a un point de blocage, après un accès haussier, donc c'est normal qu'on consolide, mais on voit le moindre petit support que l'on trouve, hein, donc le premier support que l'on avait à 7270, paf, on fait une mèche basse dessus. Alors, on fait une mèche basse peut-être pour revenir juste fermer le gap ici, pour éviter la petite île, et ensuite pour repartir peut-être au sud consolidé. J'en sais rien à ce stade. Mais tout ce qu'il faut se dire, si vous voulez, c'est qu'il ne faut pas penser que le marché va se retourner comme une crêpe. Il peut retrouver de la volatilité, etc. Mais je pars du principe il faut bien prendre en compte, si vous voulez, que vous avez à la moindre baisse, quelle va être la psychologie du marché. Alors soit il y a un événement nouveau,
qui est en forme de signe noir, et là en effet, il n'y a pas d'acheteur. Mais si on reste dans les mêmes dispositions que l'on connaît actuellement, il va suffire, si vous voulez, de baisser un petit peu pour trouver des acheteurs assez rapidement. Si vous voulez, ce n'est que quand ces acheteurs vont être usés après avoir acheté, n'avoir pas réussi à casser une résistance, se faire retourner, ils vont commencer à user leur pile, etc. C'est la fatigue. Et à ce moment-là, oui, le marché se fera retourner. Mais ça va prendre un certain temps parce que le mouvement acheteur a été très fort. Donc il ne faut pas croire qu'il va se retourner. Justement, la moindre correction, si vous voulez, un petit peu plus appuyée, va retrouver beaucoup d'acheteurs, si vous n'avez pas d'éléments nouveaux, qui vont se dire c'est une opportunité. Tous les mecs qui ont acheté et qui ont vendu, qui ont pris leur profit, ils vont voir ça comme une opportunité de revenir sur le marché. Tous les mecs, encore plus importants, qui ont loupé cette hausse-là, qui l'ont détesté, etc., vont se dire c'est ma porte d'entrée. Et tous les mecs qui sont encore en position mais qui ont encore des liquidités vont se dire c'est ma porte d'entrée pour accumuler. Donc, si vous voulez, il faut penser que il y a un niveau sur lequel vous trouvez moins d'acheteurs parce que c'est trop élevé et donc les gens ont du mal à acheter, mais il y a un niveau sur lequel on va se retrouver avec des gros supports. Donc c'est ça l'idée de se dire que on peut corriger au prorata, etc. Mais s'il n'y a pas d'éléments nouveaux globalement, il faut considérer que les supports seront achetés. Et ce n'est qu'une fois que les supports sont achetés et qu'on voit que les rebonds ont de plus en plus de mal et que donc les acheteurs épuisent leur force à tenir des supports, à rebondir, puis à se faire retourner, etc. et à aller sur le prochain support et puis refaire la même chose. Et puis ce n'est que là où petit à petit ils vont se fatiguer, ils vont plus avoir de cartouches et ils finiront par se faire pleinement retourner. Mais je veux dire, le moment où cela arrive, à moyen terme, à aujourd'hui, c'est pas demain. Je veux dire, vous avez des gros niveaux de support sur 6950, il y a un autre niveau de support sur les 7070, il y a un autre niveau de support aux alentours des 7200, 7270. Donc il y a un certain nombre de niveaux de support qui peuvent attirer des acheteurs dans ces éléments-là. Et donc l'idée, c'est qu'il y a deux façons. Soit en effet, on consolide, on a un élément nouveau, je ne sais pas, Poutine, il attaque, et cette fois-ci, on se dit que l'armée russe est bien préparée pour cette attaque-là, et donc arrive un petit peu plus à enfoncer le clou, ça rejette un petit peu le froid, etc. Et donc là, vous corrigez au prorata un petit peu, et on casse tout ce beau monde, et on va chercher ces 1950 en ligne droite. Mais pour moi, ça sera acheté. Ou alors, on va commencer à zigzaguer et à faire de la consolidation à plat, permettre en fait de créer la congestion, mais sur le haut. Et là, si vous la cassez par le bas, là, on commencera à se dire, les acheteurs se sont fatigués, et donc on peut peut-être être en swing correctif. Mais pour moi, on perd beaucoup d'énergie, si vous voulez, à tout de suite croire que le marché va se casser la gueule en ligne droite. Alors, comme je vous l'ai dit, il faudra un élément X. Ensuite, voilà, on a atteint pour l'instant un point haut sur les 6386. Là, rien n'indique qu'on ne peut pas aller chercher 7005 sur le CAC 40 à ce stade-là. La seule chose, voilà, c'est que ce qui me pose question, c'est quand je vais regarder le luxe, qui reste quand même les plus grosses pondérations. Et quand je regarde le luxe, on est déjà, vous le voyez, dans ces figures un petit peu de consolidation à plat sur le haut. Donc là, de deux choses l'une, soit on casse par le haut pour un dernier baroud d'honneur, je serais tenté de dire, mais à ce moment-là, on sera vraiment dans l'excès. Ou alors, on va casser par le bas, et là, on va engager la conso. Mais même en engageant la conso, il ne faut pas prendre les jambes à son cou, parce que, je veux dire, la seule chose que l'on a aujourd'hui, c'est une tendance qui corrigerait au prorata et qui retracerait au prorata de sa hausse, qui est quand même très importante depuis le début novembre, mais qui ne remettrait absolument pas en cause la tendance haussière tant que vous tenez une zone comprise entre les 770 et les 750. Quoi. Ça serait corrigé, mais ça ne serait pas remettre en cause la tendance de fond. Donc c'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est que autant oui, on rentre peut-être dans une période où le risque c'est de commencer à corriger, mais parler d'ores et déjà de crack, de retournement baissier de la tendance, etc., c'est trop anticipé encore à ce stade-là. Et il faut partir du principe que les acheteurs ont soit besoin d'avoir très peur, donc sur un élément nouveau signe noir, ou ont besoin, si vous voulez, d'être fatigués. Donc c'est-à-dire d'avoir acheté les supports, les rebonds très mous, de se faire casser, d'acheter le prochain support, etc. et donc de s'épuiser au fur et à mesure. Et ça prend du temps.
Donc ça, pour moi, c'est de deux choses l'une. On va regarder maintenant le Nasdaq, et pour moi, voilà, c'est la même idée ici. C'est-à-dire qu'on a pas mal usé, vous voyez, ce zigzag-là depuis le début du mois de février. Grosso modo, sur l'indice, on n'a pas bougé, mais il s'en est passé des choses quand vous regardez individuellement les actions, et surtout en intraday, c'est lourd, hein, ça bouge énormément. Donc là, c'est la même chose sur notre Nasdaq. On voit qu'on est venu chercher un support, on a trouvé les acheteurs très rapidement, sur cette zone des 12 150 points. On revient ici, on trouve des vendeurs. Donc après, on peut le dessiner de différentes manières, mais on peut se dire, ce zigzag-là qui apparaît très difficile à trader sur court terme, etc., il faut considérer que de là d'où on vient, donc il faut accepter de la volatilité, qui pour l'instant n'est que du prorata, qui ne remet pas en cause la tendance. Et donc l'idée, éventuellement, c'est qu'on est en train de construire la figure. Donc, se dire que le marché va se faire retourner comme une crêpe, c'est trop tôt pour le dire. Se dire qu'on a de la volatilité qui permet la construction, c'est ça. C'est dans ça qu'on est. Et donc, le jour où on arrive à péter les 12 007, 12 009, se dire qu'on ira chercher 13 002, 13 005, et si on lâche la zone des 12 150, se dire qu'on va proratiser un petit peu plus puissamment et revenir, je dirais, sur cette zone des 11 008. Mais pour autant, je considérerais qu'on rentre dans une période qui est beaucoup plus compliquée à trader, si vous voulez, parce qu'en fait, vous êtes volatile, mais en fait, si vous regardez d'un point de vue moyen terme, on construit de la même manière qu'on avait construit ici. C'était très zigzagueux ici, déjà, ici. Puis on avait décidé de sortir par le bas. Là, on ne sait pas. Si on décidera de sortir par le bas ou par le haut, il faut attendre, si vous voulez, déjà que le marché nous fasse les contours un petit peu de sa construction. Et pour ça, il faut accepter que vous avez plusieurs séances de volatilité où c'est important de sortir la tête du guidon et de ne pas regarder séance après séance, mais de bien regarder un petit peu, de se dire, on rentre un petit peu dans la phase de construction. Et cette phase de construction, ça nous permet de construire notre congestion de moyen terme, et ce n'est qu'en sortant de cette congestion de moyen terme qu'on jouera la suite. Si on sort par le haut, on joue le caractère fin de hausse des taux, désinflation et en vague de fond. Si on sort par le bas, on joue l'aspect sous-vague, un petit peu en retour de peur, c'est-à-dire remontée des matières premières, donc remontée de l'inflation, donc peur des hausses de taux, mais quelque part, si vous voulez, on ne repartira pas en mode crack, je pense, comme on l'avait fait, et donc c'est pour ça, je pense qu'on a un socle, si vous voulez, de support, parce que le marché, à un moment donné, se dit, ok, oui, j'ai peur que ma Fed continue de monter les taux, etc., mais à un moment donné, ils ne peuvent plus. Hein, j'ai de la dette, donc il y a d'autres problématiques, si vous voulez, je ne peux pas tirer une balle dans l'économie non plus. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'on va jouer le temps, parce qu'il y a deux façons, si vous voulez, de résorber un certain nombre de choses. C'est soit vous tirez sur la bête et vous essayez de résoudre le problème tout de suite, mais la problématique de ça, c'est que ça crée beaucoup d'instabilité, et politiquement, aujourd'hui, on le sait, la moindre instabilité va pousser très à gauche ou très à droite, donc c'est pas un jeu, si vous voulez, qu'on veut jouer, parce que ça créerait énormément d'instabilité politique, sociale et compagnie. Donc du coup, comment on le joue? Il faut le jouer, si vous voulez, en jeu d'équilibriste, et vous jouez le temps, vous jouez le fait que vous régulez la problématique sur le temps. Et typiquement, tous les membres de la Fed et de la BCE peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein, derrière les coulisses, on est en train de jouer ça. Parce que si on avait voulu résoudre le problème de l'inflation, on l'aurait résolu. Hein, mais à quel prix? Et on le voit avec le Covid, on n'est absolument plus dans ces politiques-là aujourd'hui, de destruction créatrice, ou si vous voulez, on fait une saignée, et ça permet, alors ça fait mal d'un coup, etc., mais ça permet de tout reconstruire et de tout relancer plus facilement. Problématique, c'est que quand on a fait les saignées dans le passé, ça a mené très souvent des extrêmes au pouvoir, et ça a créé d'autres problématiques. Donc là, on le voit, depuis 20 ans, de toute manière, on est dans un interventionnisme, mais dans un interventionnisme lent. Et tout ça, voilà, on joue à l'équilibriste, si vous voulez, et on joue le temps. Donc de la même manière, si vous voulez, je vous le dis, hein, on peut facilement accepter de l'inflation à 3-4%, et on nous expliquera, si vous voulez, que ça permet d'éviter de tirer une balle dans l'économie. Donc
Il y a pas de récession lourde, mais il n'y a pas de grosse croissance. Mais du coup, c'est le côté psychologique humain de dire on conserve un petit peu, on est conservateur. Mais voilà, c'est typiquement ces aspects-là pour moi qui sont importants. Et donc jouer, on joue le temps. Et donc c'est ça, si vous voulez, qui nous permet d'avoir des constructions à un moment donné, plus ou moins longues, avant d'avoir les grands cycles. Et à l'intérieur de ces constructions, ben, vous avez les sous-vagues. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette construction majeure que vous allez très souvent retrouver en mensuel, quand vous regardez vos données en mensuel, ben c'est ça qui est vraiment important. Mais pour le trader, si vous voulez, ben on va jouer les sous-vagues, mais sans oublier ce qu'on est en train de construire peut-être en vague forte. Et de temps en temps, vous avez une vague scélérate, mais ça, voilà, vous ne pouvez pas nécessairement le prévoir, c'est la définition. Et du coup, il faut toujours intégrer, si j'ai ma vague scélérate, comment ça se dimensionne dans ma figure large. Est-ce que je reste dans les proportions et je suis juste allé d'un extrême à l'autre de manière très rapide, ce qu'on peut considérer qu'on a eu ces derniers mois, hein. On est allé d'un point bas à un point haut de manière très rapide, et donc du coup j'ai mon retour à la moyenne, et là ce qui est important pour moi, c'est dans ce retour à la moyenne, est-ce qu'on tient la médiane, ou est-ce qu'on va chercher les points bas, et derrière la médiane sert de résistance, et là je commencerai à être plus sceptique, là je commencerai à expliquer qu'on est peut-être en train de relancer des tendances baissières, mais plus durables. À aujourd'hui, non, on est dans le haut de la figure, on a du retour à la moyenne, mais tant qu'on va conserver les médianes des figures, on reste aujourd'hui dans des configurations de construction, mais en étant au-dessus des médianes, donc on garde un aspect positif. Voilà, une vidéo plus longue que d'habitude, mais je pense voilà, qu'il y avait un certain nombre de points. Alors j'ai certainement oublié beaucoup de choses, je fais aussi beaucoup de rappels sur les choses qu'on a déjà dites, mais je pense que c'est important si vous voulez, parce que tout de suite, dès que le marché perd 2%, tout le monde oublie qu'on en a gagné 10 en l'espace d'un mois et demi. Donc il faut comprendre ces retours à la moyenne, il faut comprendre ces retracements, il faut les comprendre comme non pas des changements de polarité nécessairement, c'est trop tôt pour le dire de toute manière, mais comme avant tout des retours à la moyenne, des reprises de souffle, des choses qui sont nécessaires à construire les vagues de fond. Et petit à petit, ça nous éclaircit ces zigzags qui à court terme, on a l'impression qu'ils nous noient, et ben il faut sortir la tête du guidon parce que ces zigzags, en fait, nous permettent d'éclaircir la photo moyen-long terme dans la construction d'une figure plus large. Et c'est ce dont on parle maintenant depuis plusieurs mois sur les différents aspects, les différents sous-jacents et compagnie. Et on est en train d'intégrer, pour moi, on est en train voilà, d'intégrer cela. Et le marché action est peut-être celui qui a résisté à ça le plus longtemps possible, mais peut-être c'est le début également pour le marché action de rentrer dans cette phase un petit peu de construction. Voilà pour cette vidéo, comme d'habitude, si vous l'appréciez, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur vos réseaux sociaux, ça permet à la chaîne de se faire connaître, d'aider potentiellement d'autres investisseurs qui découvriront ce travail. Je vous souhaite un excellent week-end, n'oubliez pas dans les commentaires de me dire ce que vous pensez, les sous-vagues, les grosses vagues, quelle est votre idée générale en hypothèse de travail, si c'est clair, si c'est du charabia, etc. Et voilà, j'oublie certainement quelque chose. Mais voilà, ce sera peut-être pour la prochaine vidéo si j'y pense. Excellente journée à vous, excellent week-end. Et la deuxième partie de la vidéo sur la partie action sera publiée certainement, déjà publiée quand vous regardez, ou il faut attendre, en règle générale, je la publie le lendemain. Salut les graphes.